Bonjour Morgane, ou plutôt bonsoir Morgane et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 46e épisode d'Arrêt Caméra. Ouais, en fait, ça va dépendre des gens à l'heure à laquelle ils nous écoutent. Donc bonjour ou bonsoir Julie, bonjour et bonsoir tout le monde. Là, j'ai dit bonsoir parce qu'on enregistre en l'occurrence le lundi soir pour que l'épisode soit disponible dès demain. Donc ce sera à peu près mardi et à 13h, je l'espère, d'ici à ce qu'on ait fini le montage. Au programme de cet épisode, j'avais envie de dire pas de chichi, mais que du blabla sur 4 films, pas de sujet d'ouverture, en attendant qu'on ait nos accréditations pour le Festival de Cannes. Donner les accréditations. Ah oui, on croise les doigts, on croise les doigts fort même. Et si moi juste en introduction, vas-y. Je voulais juste parler parce que bon, on n'a pas de sujet qui fâche, il y en aurait en soi, il y a des choses qui fâchent évidemment. C'est juste qu'on n'a pas de temps. Mais oui voilà, je dis, mais parce qu'on aurait pu parler des Oscars, on s'en fiche. Non, c'est bon, c'est fini. Oui. On arrête, c'est fini. Je veux plus en entendre parler. Oui, c'est bon. On fait une pause avec la saison des prix. On a déjà fait un sujet qui fâche dessus en plus. Non, juste parler des films qu'on a vus hors film en salle. Juste dire un mot sur un film que j'ai beaucoup aimé il y a quelques jours qu'on a regardé, c'est La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, qui est un giallo donc italien. On peut en profiter si tu veux Morgane pour raconter un petit peu notre vie. En fait, on a une tradition, toi et moi, que les auditeurs soient au courant, c'est que les samedis soirs, on a tendance à regarder un film d'horreur, que ce soit au cinéma ou à la télé. C'est un peu à cause de moi, parce que du coup, Julie n'est pas très cinéphile d'horreur, une horreur zouze, comme on dit non, mais de base. Mais tu es entièrement coupable. Voilà. Mais pour le coup, du coup, on a regardé ça. En plus, on a regardé ça avec mes parents. J'aime beaucoup la précision. Et c'était sur Filmo TV, il est toujours disponible. Et c'est super bien pour ceux qui aiment le genre. Et pour ceux qui connaissent pas le genre aussi, c'est plutôt une bonne porte d'entrée. Le giallo, c'est cette espèce de thriller poisseux inspiré des romans justement policiers gore et violents qui étaient à la mode dans les années 60 en Italie, et du coup c'est un style d'ailleurs ça s'appelle giallo parce que du coup justement ça veut dire jaune, mais je ne savais même pas. Ouais, voilà, et en fait c'était la couverture des livres qui était jaune, et donc du coup ces films ont porté le même nom et redonné un peu le même esprit en fait, mais à travers le cinéma. Il y avait d'abord Mario Bava, mais ensuite il y a eu tout un tas de cinéastes dont le plus connu, c'est Dario Argento. C'est peut-être le plus connu effectivement. En tout cas c'est celui qui a donné ses lettres de noblesse au genre, même si moi je trouve que Mario Bava c'était déjà un très grand cinéaste, mais voilà, aux yeux du grand public c'est plutôt parce qu'il y a eu Suspiria en fait, ce cinéaste là. Mais Lucio Fulci aussi a fait quelques films de type giallo, et La longue nuit de l'exorcisme, je l'avais pas vu, je voulais le voir depuis longtemps, et pour le coup c'est un très bon giallo parce qu'en plus il est un peu différent de, si vous connaissez Dario Argento, c'est pas la même chose puisque là on est vraiment dans un cinéma type en tout cas ça se passe dans la ruralité italienne, c'est vraiment d'ailleurs ça se passe dans le sud mais quand même au centre, donc c'est pas non plus les bords de mer, c'est vraiment les montagnes. Et on suit une communauté qui d'un coup va voir des jeunes enfants, des jeunes garçons d'ailleurs, se faire assassiner de manière assez violente. Oui, il y a une série d'infanticides dedans. Alors, juste en termes de contexte, parce que moi aussi j'ai beaucoup apprécié ce giallo, Morgane, je précise pour les gens qui seraient un petit peu sensibles, comme j'ai pu l'être par le passé, je trouve que ce giallo-là, donc La longue nuit de l'exorcisme, c'est un nom débile d'ailleurs, parce que non, mais c'est vrai. Le titre du film c'est On ne torture pas un canari. Voilà. Mais, oui, non, mais je trouve que les deux titres sont un petit peu étranges. Enfin, c'est débile, mais c'est joli en soi. Voilà, bien sûr. L'exorcisme. Il n'y a pas d'exorcisme dans le film. Voilà. C'est plus poétique. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à d'autres giallo, et notamment ceux de Dario Argento, je trouve que celui-ci de Lucio Fulci est beaucoup moins violent, beaucoup moins graphiste, même s'il y a quand même une recherche de l'esthétique derrière. Mais je trouve que c'est plus facile à encaisser pour des gens
qui n'aiment pas les surdoses d'hémoglobine. Disons qu'on n'est pas dans la mise à mort en fait, parce que finalement Voilà. les scènes Même s'il y a des morts. Les scènes de meurtre, elles sont plutôt soit rapides ou alors on voit pas, on voit l'après, il y a le montage On les voit notamment. a posteriori, oui. Mais il y a pas cette jouissance de la mort qu'il y a par exemple chez Dario Argento. Mais et le Fulci, en fait, c'est assez marrant parce que pour ceux qui connaissent peut-être le Fulci, ils le connaissent peut-être plus avec ses films de zombies qu'il a fait beaucoup plus tardivement parce que c'est 72 là, et les films de zombies c'est 78, 79 et pour le coup les films de zombies de Lucio Fulci c'est dégueu, mais en dégueu il y a des asticots. Oui, là on n'est pas dans la même veine. Non, voilà, mais voilà, il y a quand même un côté un peu crade dans le film, notamment tout le côté sur comment la rumeur se répand, comment non, mais le côté endogamique du village, en fait, c'est-à-dire les liens entre les gens, le fait que voilà, ça nage un peu dans la fange, qu'on a du mal à en sortir, qu'il y a le mélange comme ça de syncrétisme entre d'un côté la religion chrétienne catholique et d'un autre les croyances en fait qui remontent à d'autres âges en matière de sorcellerie, ce à quoi ça mène à faire la population hors de tout cadre, on va dire, légal ou juridique. Enfin bref, ça raconte quelque chose de l'Italie qui est, je trouve, entre à la fois montrer du doigt l'hypocrisie, mais aussi la violence qui ne peut être jugulée. Il y a quelque chose sur le populisme complètement. 100% italien. Et puis il y a des personnages qui sont en fait assez intéressants parce qu'en fait c'est un film sur la perversité et dans tous les recoins, parce qu'il y a moi je vais pas spoiler, mais bon il y a quand même des personnages qui s'adonnent à des choses assez bizarres, hein. Notamment une femme avec un enfant, c'est assez chelou quoi. Oui, non, après c'est aussi les années 70, voilà. Mais sauf si tu voulais ajouter autre chose à propos de La Longue Nuit de l'Exorcisme que tu recommandes chaudement, Morgane. Oui, c'était une reco quoi. Oui, et moi aussi, vu qu'on parlait de populisme, je trouve que la porte d'entrée est toute trouvée pour aborder le fameux Mickey 17. Effectivement. Troisième long métrage tourné hors des frontières sud-coréennes pour Bong Joon-ho et premier film entièrement en langue anglaise, Mickey 17 était probablement l'un des films les plus attendus de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du seul film qui a tourné à la coqueluche du cinéma sud-coréen depuis son triomphe en 2019 avec Parasite, Palme d'Or, Golden Globe, Oscar, succès public aussi on peut dire. Avec son budget de 150 millions de dollars, il s'agit du premier vrai blockbuster du réalisateur dans lequel il met en scène d'ailleurs une star hollywoodienne, Robert Pattinson, qui joue d'ailleurs 18 rôles différents. Ou presque, puisque en fait, il n'y a pas 18 rôles. Gros ratage ou nouveau coup d'éclat, on en parle après le résumé de Julie. Donc Mickey Barnes et son ami Timo se retrouvent en difficulté financière après l'échec de leur entreprise et fuient un usurier. Incapables de rembourser leurs dettes, ils s'enfuient vers la planète Nilfheim pour la coloniser avec d'autres. Timo devient pilote, tandis que Mickey est recruté comme remplaçable, un poste où il est considéré comme jetable et envoyé dans des missions périlleuses ou utilisé comme cobaye pour des expérimentations mortelles. Quand il meurt, il est réimprimé grâce à une technologie de clonage interdite sur Terre. Et donc on débarque, il y a le numéro 17, Mickey. Effectivement, et le numéro 18 juste après, parce qu'en fait, oui, ça arrive très vite. Le début du film, c'est une espèce de flash back. Flash forward, ça dépend comment on se situe. Parce que mais il y a beaucoup d'allées, de retours dans le film. On pourra en parler plus en détail plus tard, mais on va d'avant en arrière, dans le présent. Ça mélange pas mal les temporalités. C'est plutôt un flash forward, je dis, parce que en fait, on va quitter cette temporalité pour revenir en arrière et ensuite dérouler une narration entre guillemets plus classique avant d'aller ensuite vers effectivement des détours. Il y a pas mal de détours dans le film. Donc Mickey 17, qui est une adaptation d'un livre de science-fiction. Roman, je crois. Oui, que je ne connaissais pas, mais qui s'appelait Mickey 7. Mais il l'appelait Mickey 17 parce qu'en fait, dans le livre de base, il n'y avait que 7 Mickey. Et qui n'a rien à voir avec la souris de Disney, évidemment. Pourquoi ils en ont choisi 17 d'ailleurs au lieu de 7 ? Bong Joon-ho a dit que c'était parce qu'il trouvait ça plus intéressant pour un film de 2h20 de faire 17 itérations de Mickey, notamment et en plus pour lui c'était plus logique que on en arrive à cette espèce de ras-le-bol du personnage, le côté un peu éreinté, parce qu'il en a quand même marre en fait, parce qu'il en a conscience qu'il meurt et qu'il ressuscite.
Et voilà, donc du coup, au bout de 7, peut-être que ça va, mais au bout de 17, c'est beaucoup plus impactant. Donc en fait, je pense qu'il a juste rajouté le 1 devant le 7. Mais donc le film, qui est un film particulier, puisque... Non, mais on peut le dire. Non, mais c'est un genre de film, Morgane, qu'on voit plus forcément aujourd'hui. C'est-à-dire de la science-fiction qui se veut marrante et en même temps un peu dénonciatrice. En fait, c'est une satire, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Le film a été beaucoup comparé. Je pense que c'est pas une bonne comparaison, mais voilà, les gens l'ont fait parce que c'est peut-être le film dans la temporalité le plus proche de ce genre. C'était Starship Troopers en 99. Entre-temps, il y a peut-être eu des films dans ce genre, mais du moins une espèce de science-fiction spatiale avec un côté satirique. Alors moi, je vois pas trop. Non, mais j'ai envie de le dire, Morgane, pourquoi je trouve comme toi que la comparaison est pas pertinence, parce que dans Starship Troopers, pour moi, les personnages principaux sont avec le système, tandis que Mickey 17, il est lucide et il en a marre du système. Il est un peu lâche, mais il en a marre. C'est ça. Le film de Verhoeven était beaucoup plus pernicieux et ambigu, entre guillemets, mais pour moi, voilà, finalement plus cynique. Que là, on est dans un côté truc très loufoque et très... moi, j'ai comparé sur les réseaux sociaux, j'ai comparé ça avec du Tex Avery, en fait. J'ai l'impression que c'était... En fait, j'ai l'impression de voir un cartoon en live avec des acteurs. Et je pense que c'est ce que la critique... alors, le film a plutôt été bien accueilli au niveau des critiques sur Allociné, par exemple. Mais il y a eu beaucoup de retours mitigés, notamment de la part du public. Ouais, et même d'autres critiques qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux, sur Letterboxd, des choses du genre, qui se sont montrés très refroidis par rapport au film. Ce que je peux comprendre. Après, moi, je trouve que finalement, c'est pas tant la satire qui fonctionne dans le film que vraiment son côté comique, en fait. Pour moi, c'est un film très drôle, je me suis amusé devant, je vais pas... Bah, t'es quand même un des seuls, au moment où nous étions dans la salle de cinéma, à avoir éclaté de rire à plusieurs reprises. C'est-à-dire, je voyais autour de toi, les gens ne savaient pas trop comment ils devaient interagir avec le film. Complètement, c'est un film débile, en fait. Ah, mais bien évidemment, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est pas un film débile qui prend pour des débiles, c'est un film débile, mais qui nous amuse et nous fait réfléchir aussi, je trouve. Et là où tu as raison, c'est qu'on n'est pas loin de l'humour, en fait, à la coréenne, et peut-être aussi, c'est ça le... Mais bien évidemment. Le côté fort, en fait, c'est de l'humour, mais c'est... Alors, on va dire que Bong Joon-ho, c'est pas le cinéaste le plus coréen non plus, parce que tu sens qu'il a une grosse influence occidentale. Bien sûr, mais pour moi, c'est l'humour qu'on pouvait retrouver dans Memories of Murder. Oui, c'est ce genre d'humour. Alors, avec des potards un peu plus poussés et des personnages qu'on pourrait évidemment trouver dans le cinéma de science-fiction. Je pense notamment aux espèces de vers. Je sais même pas si c'est des vers, mais ces créatures, en tout cas, qui découvrent sur la planète de Niflheim, qui, en fait, au début sont perçues comme une menace, mais en fait, c'est des créature assez mignonne, même si au final elle se révèle potentiellement très dangereuse, mais elles sont pacifiques en tout cas, et le Bougeot s'en sert avec ce côté un peu mignon, mais tu sens tout de suite qu'il se détache de ce que pourrait être la créature mascotte à la Star Wars qu'on retrouve souvent à chaque film. En tout cas, il y a toujours une créature mascotte dans chacun des films. Le côté mignon est quand même contrebalancé par... Enfin, ils sont quand même un peu dégueux quoi, comme créature, et d'ailleurs, la menace qu'a produit vers la fin du film, elle les rend terrifiante quelque part. Mais voilà, je veux dire, effectivement, il y a un côté un peu peut-être trop... Enfin, ça manque de finesse, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est aussi le parti pris du film d'y aller franco, sans gants, quoi, en fait. Alors, il y a pas mal de choses, j'espère avoir tout retenu dans ce que tu as abordé, Morgane. Alors, premièrement, par rapport au retour assez mitigé, je pense que c'est en lien avec ce qu'était Parasite. C'est-à-dire que Parasite a quand même été, en dehors de toutes les récompenses qu'il y a eu, du plébiscite critique, du plébiscite du public, il y avait quelque chose qui, moi, me plaisait énormément dans le film et qui, je pense, a été saisi par beaucoup de gens, c'est que c'était un film à la fois efficace, mais aussi à la fois facile dans sa manière d'être... appréhendé, d'être compris. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que c'était Parasite, un film qui donnait l'impression d'avoir vécu un moment intelligent. Je ne sais pas si je suis très claire. Et là... C'était l'alliage entre le cinéma vraiment populaire, facile, et quelque chose d'autoriste, en fait. Et c'est ça qui fonctionnait dans Parasite. Et la mise en scène, mine de rien, était très forte. Enfin, sans reparler en détail de Parasite, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y avait un côté ébouriffant de Bong Joon-ho qu'il y avait dans ce film, que les gens s'attendaient à retrouver dans Mickey 17, et c'est pas du tout le même projet. Les deux abordent des thématiques qui sont chères à Bong Joon-ho,
mais sur lesquels on va revenir en détail là aussi, mais c'est vraiment 2 films totalement différents. Et je pense que c'est quelque chose qui a déstabilisé le public de Bong Joon-ho, parce que bien évidemment, quand on voit un film d'un réalisateur, d'une réalisatrice, peu importe, qu'on aime beaucoup, quand on voit son film suivant, on s'entend toujours à une espèce de continuité, et quand ce n'est pas le cas, on est encore une fois déstabilisé. Là, je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé dedans. Après, pour tout ce qui est de l'humour, chez moi, il a fonctionné peut-être un peu moins que chez toi, mais il a quand même marché parce que bon, c'est quelque chose de facile, mais ça vient toujours ça parvient toujours à ses fins. C'est-à-dire que là, finalement, on est dans l'humour classique du personnage qui, en fait, est ingénu et gaffeur, qui fait énormément de gaffes. On rigole avec lui, on rigole jamais contre lui parce que ce personnage est attachant. Et puis vient un moment où on va dire c'est l'acmé du film, où on se rend compte que le personnage est plus intelligent qu'il ne semble l'être, ou plutôt qu'il a une forme d'intelligence particulière que n'ont pas ses congénères. Et donc là, on s'attache encore plus à lui et il y a une espèce d'happy end. Enfin, pour moi, la structure à ce niveau est finalement assez classique. Après, j'ai un peu moins aimé le film que toi, même si je l'ai apprécié, Morgane. Je pense que c'est à cause du rythme, c'est-à-dire que moi, tout ce qui est... Ah, mais je rejoins complètement sur le rythme, après on en reparlera, mais... Non, mais du coup, pour en parler en détail, c'est que aller en avant, en arrière, puis un peu en arrière, puis un peu en avant, puis dans le présent, je trouve que tout ça est beaucoup trop littéraire, dans le sens où je trouve qu'à ce niveau, le film a du mal à se détacher de son matériau principal. Voilà, c'est ça. Il y a trop de voix off, il y a trop de procédés, en fait, qui rappellent le roman. Tu disais au tout début, en contextualisant Mickey 17, que le film avait coûté 150 millions de dollars. Je me dis que c'est quand même colossal pour un film comme celui-là. Enfin, après, les films, les coûts sont exponentiels. Maintenant, si je te non, dis mais c'est vrai, mais je m'en rends compte, tu vois, en y repensant, je trouve ça assez effrayant. Si je te dis que The Insider, il a coûté 50 millions, on va en parler après. Non, mais c'est à pleurer. Ça paraît hallucinant quand tu vois le film. Mais... Je trouve ça terrible. Enfin, bon, bref. mais donc, non, après, moi, j'ai quand même aimé l'existence du projet en tant que tel, c'est-à-dire, voilà, une science-fiction qui se veut... on va dire fun, qui soit quand même, pardon, hein, mais très différente. Et j'adore les films de Nolan, par exemple, mais je veux dire, là, on aborde quand même dans Mickey 17 des thématiques profondes sans en faire des caisses, que ce soit... Enfin, c'est pas du Nolan, c'est pas du Villeneuve, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus léger, et en fait, parfois, ça fait juste du bien. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé le projet. Bah, finalement, on est plus proche de la farce que de la satire, et je pense que c'est ça le problème aussi. Beaucoup de gens parlent de satire, que c'est une satire ratée. Mais pour moi, mais je vois pas en quoi, en fait. Mais pour moi, c'est pas une satire, en plus, c'est plus une farce. Alors, certes, il y a le côté satirique, parce que on peut parler des textos du film, c'est que le film, il met en scène... quelque chose en tout cas de l'Amérique trumpiste en fait. Oui, alors justement, en quoi toi Morgane tu distingues la satire de la farce dans ce cas précis ? La satire, on va dire que c'est le côté critique, c'est ce qui se moquait de quelque chose qui est existant, ou du moins qui pourrait être existant, et la farce là c'est le côté complètement délirant, et les excès, etc. Et le film finalement il jongle un peu les deux, mais pour moi il est beaucoup plus proche de la farce, puisque finalement il reste assez inoffensif. C'est pas un film ambigu, c'est pas un film mais la partie satirique elle fonctionne, puisque on rigole beaucoup du personnage qui est joué par Mark Ruffalo, qui est une espèce de Trump en puissance dans un vaisseau spatial. C'est incroyable, enfin c'est limite du mimétisme à la Guignol, enfin comme on l'a vu sur Canal+. C'est les Guignols, voilà. Alors c'est génial. C'est peut-être moins corrosif, mais il y a quand même des passages un peu qui sont un peu aberrants en soi. Enfin, le personnage est complètement hors sol. Il se sert déjà il se sert de Mickey 17 comme de la chair à canon, mais il se sert en gros de tout le monde comme de la chair à canon, à part lui et sa compagne. C'est juste que Mickey 17, et comme c'est le personnage principal, met en exergue le comportement du dictateur qu'incarne Mark Ruffalo. De toute façon, déjà, Mickey 17, le personnage en lui-même, c'est une espèce de vision dystopique de comment l'être humain de l'ouvrier au service du capital. Enfin, c'est ça, comment l'être humain, ou donc l'ouvrier, peut être utilisé comme une... ce serait l'ouvrier ultime en fait. C'est celui qui peut subir des accidents du travail et continuer à travailler et survivre. Oui, et petit aparté, Morgane, par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important, c'est que on parle beaucoup d'IA à l'heure actuelle, et on parle beaucoup de la manière dont la science-fiction a prédit l'avènement de l'IA, des robots, etc.
Et il y a une chose, alors certes, c'est pas apporté au crédit de Bong Joon-ho, mais disons qu'il y a une chose que je trouve absolument juste dans on va dire le scénario, l'histoire de Mickey 17, c'est que en fait, c'est une science-fiction qui nous dit que plus tard, on ne sera toujours pas au robot, on ne sera toujours pas spécialement à l'IA. C'est vrai qu'il n'y a pas de robot. Mais oui, en fait, la thèse du film, c'est qu'on sera toujours à l'être humain qui sera de plus en plus exploité, et c'est à la fois effarant, terrifiant et je pense, encore une fois, très juste. Mais c'est là où on rejoint vraiment Merci Julie d'ailleurs pour cette intervention. Mais c'est là où on rejoint vraiment le cinéma d'un Bong Joon-ho. Ça a toujours été ça en fait. Ça a toujours été des personnages qui sont des espèces d'instruments et qu'il y a toujours des gens plus riches en tout cas, ou comme dans Parasite, comme dans Okja, comme dans Snowpiercer, même dans The Host. Alors dans The Host c'est un peu différent, mais on suit une famille quand même de prolos qui subissent ce qui se passe à cause des expériences faites par les Américains qui sont venus, donc qui sont les puissants. Et après, bon, les autres films, c'est un peu différent, même si Memories of Murder, c'est pareil. Enfin, ça reste des policiers enlisés dans la campagne, la race campagne, et ils sont isolés, et on sent que il y a Séoul au loin. Enfin, voilà. Tout ça, c'est toujours été... Enfin, Bong Joon-ho a toujours filmé le peuple de cette manière. Et, oui, ce sont ses marottes. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je trouve qu'on est complètement dans son cinéma à lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien aussi de voir un film à 150 millions de dollars avec l'esprit, en tout cas, de Bong Joon-ho. Et sinon, je voulais juste faire une dernière aparté sur le fait que la farce, elle est d'autant plus puissante grâce à Robert Pattinson qui dévoile c'est un de ses meilleurs rôles, je trouve. Un vrai génie. Indépendamment de la qualité du film, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. C'est ça, un vrai génie comique en fait. Il est très drôle. Hein. C'est marrant parce que beaucoup de gens ont critiqué le film. Peut-être on peut critiquer le film, mais alors peu de gens ont parlé finalement de... Alors, si, tous les gens qui ont adoré le film, mais les gens qui ont critiqué le film, j'attends leur avis sur l'interprétation de Pattinson, parce que je le trouve complètement loufoque. Alors, il y a des critiques qui ont été faites, Morgan, par rapport à Robert Pattinson, mais indirectement, c'est-à-dire dans la promotion du film. En gros, l'idée, la thèse que le film ne marche pas, parce qu'il faut le dire, le film, il marche pas spécialement, parce que la promo a été uniquement axée sur la présence de Robert Pattinson dans le film, sans parler du reste. Possible, c'est possible. Après, bon, l'abondance, pour moi, elle est quand même assez parlante. Je pense Bien que sûr. Le film ne marche pas, surtout parce que c'est un style de cinéma qui n'intéresse plus les masses. Non, c'est vrai, c'est plus à la mode. Et pas parce qu'il a été mal compris, je ne sais rien. Je pense pas que les gens soient bêtes et comprennent pas le film et qu'il n'y a pas de bouche à oreille. C'est plus que c'est un style de film, la SF farcesque, qui ne fonctionne plus. Et qui d'ailleurs, comme je l'ai dit, il y a eu ce film, et avant, pour essayer de se souvenir d'un film du genre, il n'y en a pas eu vraiment. Ou alors on est dans Marvel qui fait des blagues débiles. Oui, les Gardiens de la Galaxie, mais c'est pas les mêmes principes, c'est pas les mêmes intentions, enfin voilà quoi. Non, c'est pas pareil, parce qu'en plus c'est du cinéma d'aventure en soi. Les Gardiens de la Galaxie, ce que n'est pas Mickey 17. Et donc oui, Pattinson qui joue en soi 18 rôles, mais comme je dis, en fait c'est pas vraiment 18 rôles, parce qu'il y a plusieurs rôles qui sont exterminés au bout de 3 secondes, parce qu'en fait on découvre les différentes manières dont il se fait tuer, et il y a des trucs complètement... Enfin, il peut vivre plusieurs jours et après mourir, et des fois ils font juste une expérience pour voir comment il peut mourir avec un gaz ou un truc du genre. C'est vraiment de la chair à canon. Et en fait il y a surtout 2 rôles, on va dire, Mickey 17 et Mickey 18, il y en a un, il est super naïf, lâche, et l'autre est beaucoup plus violent et énervé. Mais voilà, c'est sa manière d'interpréter de Pattinson. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien Pattinson, vous reconnaîtrez que sa voix est complètement différente de celle qu'il a d'habitude. Il a un timbre de voix qui est très il faut bien aigu. Une dizaine de minutes pour s'y faire. Hein. Moi, j'ai eu du mal au début. Est-ce qu'il parle comme ça? Voilà, un peu. En fait, il fait un peu Mickey, quoi, mais c'est surtout, il fait... pour ceux qui connaissent Jackass, c'est la voix de Steve-O, en fait, une des personnalités phares de Jackass. Jackass, c'était une émission de télé faite par MTV où des types se faisaient mal. Voilà. C'était avant toutes les chaînes Twitter, YouTube de best-of de gens qui se font mal. Là, c'était littéralement des gens qui se faisaient mal exprès pour la caméra. Et ça avait cartonné, il y a eu des films. Et Steve-O était une des personnalités phares, c'était un des plus tarés du groupe, et il avait une voix très aiguë. Et là, on retrouve justement à la fois dans le timbre, mais aussi dans le personnage il se fait tout le temps mal dans le film. Et il y a ce côté-là aussi qui rejoint le cinéma burlesque, et notamment Buster Keaton, où le principe du cinéma de Buster Keaton... C'est un humour de gaffe, en fait. Oui, c'est ça, c'est des gaffes, des personnages qui se font mal, qui tombent, etc. Et on retrouve beaucoup ça dans Mickey 17, et je trouve ça super agréable de voir ce genre d'humour qui n'est plus trop valorisé aujourd'hui. C'est vrai. On est beaucoup dans la vanne, etc. Alors, il y a un peu de ça dans le film, mais il y a aussi ce côté un peu...
simple, basique comme humour de personnage qui, juste parce qu'il tombe, ça fait rire. Et je pense aussi que peut-être que les gens sont encore un peu trop cyniques ou voulaient peut-être que Bong Joon-ho fasse du Verhoeven, mais Bong Joon-ho n'est pas Verhoeven et certes ce n'est pas un cinéaste qui a la... Alors je dis pas que Verhoeven est fin, mais il est beaucoup plus riche dans sa complexité que ne l'est Bong Joon-ho. En Verhoeven, pardon Morgane, mais il est peut-être un peu plus cérébral à certains endroits, voilà. Où là où Bong Joon-ho, là tu vois typiquement pour Mickey 17, on parle d'humour de gaffe, mais là encore dans ses autres films c'était le cas. Enfin, Memories of Murder, c'était des policiers... gaffeux, qui faisaient des gaffes. Oui, qui était super violent aussi, qui tapait. Il y avait le gimmick du personnage qui fout des coups de pied tout le temps. Et mais bien sûr, mais c'est du même niveau en fait. Enfin, voilà, c'est cohérent. Et j'ai l'impression que les gens tombent de haut et se disent en fait le cinéma de Bong Joon-ho, et ben en fait c'est nul, ou alors c'est devenu nul depuis 10 ans et d'ailleurs ça crache sur Parasite, alors comme si c'était devenu un film nul finalement à l'aune de Mickey 17, alors c'était honteux, alors que je pense que alors je peux comprendre qu'on n'aime pas le film, encore une fois je dis pas que vous avez tort, mais c'est surtout c'est un peu injuste. Ouais, je trouve que finalement peut-être que les gens se sont trompés sur Bong Joon-ho plus que c'est un cinéaste qui est devenu nul d'un coup, voilà. Morgane, on va laisser nos auditeurs méditer sur est-ce qu'ils pensent connaître le vrai ou le faux Bong Joon-ho pour parler d'un film qui n'a rien à voir, mais quand même qui parle aussi d'un homme un petit peu seul dans son environnement. On va aborder Black Dog de Gwon-woo. Le réalisateur Gwon-woo n'est pas des plus connus dans nos contrées, Black Dog étant son premier film qui sort au cinéma en France, si j'en crois les informations que Morgane m'a données. Gwon-woo a démarré avec un film, Dirt, en 1994, et il a fait un carton en Chine avec un autre film que je n'ai pas vu, La Brigade des 800, qui a été le premier film au monde à dépasser, je cite, les 400 millions de dollars au box-office dans l'après-Covid. Et c'est d'ailleurs surtout en Chine, puisque du coup... Bien sûr. Voilà, le film n'est pas sorti en dehors de ces contrées-là. Absolument pas. Donc, en somme, un cinéaste plutôt indépendant qui a su s'adapter à un cinéma plus mainstream, mais dont on va ici surtout parler côté indépendant, puisque Black Dog, dont Morgane va nous donner le résumé, a remporté le prix Un certain regard au Festival de Cannes. Alors, l'histoire, c'est Lang qui revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires. Alors, par rapport, disons, au tout venant du cinéma chinois en matière de cinéma indépendant, je ne parle pas de cinéma mainstream, Morgane, qui finalement en fait ne sort pas en salle en France quasiment. Il n'y a pas trop d'espace en salle pour le cinéma mainstream chinois. En fait, l'un des seuls qu'on voit en matière de cinéma indépendant chinois, en gros le plus connu, c'est Jia Zhangke. Oui, effectivement. Après, il y a eu toute une vague de cinéastes chinois, Bigan, Humbo qui est décédé, Diao Yinan qui a fait Le Lac des Oiseaux Sauvages, Black Coal. Enfin, il y a toute une vague quand même de cinéma chinois qui nous parvient, mais qui est du cinéma indépendant ou du moins réalisé sans l'argent, en tout cas, de tout le régime, quoi. Là, moi, les différences que j'y vois, en tout cas ce qu'on voit dans Black Dog, c'est déjà le choix en termes de lieu. Enfin, on est pas loin du désert de Gobi. On a même l'impression que la ville dans laquelle on est littéralement enfermée, encerclée par le désert de Gobi. Il y a aussi, dans l'époque, voilà, c'est les choses qu'on a vues chez Jia Zhangke qui ne surprennent pas forcément, c'est-à-dire la fameuse Chine en mutation, l'impact des gros événements sur la Chine, comment les autorités font le lien entre les gros événements et les tentatives de mettre en place des choses par la force, au final, au sein des populations. Donc là, concrètement, ça devient quoi ? Ça devient les JO de Pékin en 2008, qui deviennent un prétexte pour, on va dire... faire en sorte que le mode de vie des Chinois dans cette ville-là change. Donc, on essaie de s'occuper des chiens errants, on les attrape de force pour les mettre dans des chenils, on force la population à, comme ça, rentrer dans le rang au niveau de ces animaux, à faire certaines choses, à bouger de bâtiments là pour le coup degré ou de force parce qu'il y a des bâtiments qui sont démolis. Bref, c'est de tout ça dont je veux parler dans les mutations. Là, c'est encore une fois dans un paysage qui est différent, et à tout ça se mêle le côté
le côté un peu film... Feel good. Ouais, c'est ça, exactement. Film feel good avec ce personnage principal, Lang, donc, qui se lie d'amitié avec un chien. Ce qui, tu y reviendras, je pense, Morgane, toi, n'est pas forcément la chose qui t'a le plus emballé. Moi, c'est ce que j'ai aimé parce que, en fait, de base, j'aime pas les films d'êtres humains qui se lient avec des animaux. Ah oui. Je vais expliquer pourquoi. En fait, Tu n'aimes pas Lassie Non, mais tous ces trucs-là... Beethoven. Non, mais j'ai horreur de ça. Je n'en regarde pas parce que je n'aime pas ça. J'ai cité les trucs les plus mainstream, mais il y a eu... Okja, c'était un peu ça aussi, tu vois. Ouais, justement, on pourrait faire un parallèle avec le film de Bong Joon-ho, qui était un film d'ailleurs pro-vegan encore, parce qu'il fait des films pro-vegan, Bong Joon-ho. Mais alors là, en fait, pour expliquer pourquoi j'aime pas ça, c'est que c'est toujours pareil. Ce sont des films qui se jouent toujours avec des êtres humains qui se découvrent un coup de cœur pour un animal et réciproquement, bien évidemment. Puis, il y a une énorme difficulté qui est tire-larme et qui nous arrache le cœur pour faire sortir l'émotion à fond les ballons. Et puis, il y a une conclusion qui, parfois... réconcilie tout le monde, qui parfois est mi-figue, mi-raisin, mais je trouve que c'est toujours sa mère. Non, mais c'est toujours des films un peu malhonnêtes, je trouve. Voilà, les films d'êtres humains qui s'entendent avec des animaux, ça m'énerve. C'est vraiment, pour moi, de l'émotion emballée dans du papier cadeau. Et là, je trouve qu'il réussit quand même quelque chose dans Black Dog. C'est-à-dire que on croirait qu'on va tomber dans ça, mais c'est plus marrant. Je veux dire, c'est une histoire avec un lévrier noir. Déjà, c'est pas les chiens les plus instagrammables de la Terre. Enfin, faut être honnête, moi j'adore ça. Mais il a un côté assez squelettique par rapport. Il est terrifiant. Les lévriers sont maigres, mais lui, il est particulièrement maigre. Non, mais c'est vrai. Donc il y a ça aussi. Enfin, je veux dire, il y a le choix en fait de pas prendre un chien qui ressemble à un doudou, à une peluche. Donc ça, c'est très bien. Et puis, il y a le choix aussi de prendre un chien qui est quand même initialement considéré comme porteur de la rage, qui est menacé d'être tué, sur lequel il y a une prime. Bref, enfin, je veux dire, il y a quand même un contexte qui est assez lourd. Et on n'est pas, encore une fois, dans l'émotion forcenée. Parce que, en fait, ce chien, qu'est-ce qu'il est, ce chien ? Ce chien, il est il est le catalyseur de la politique chinoise qui a été... instauré au forceps à ce moment-là. C'est-à-dire le fait que on décide qu'il est bon à jeter et qu'il faut s'en débarrasser. Et c'est là où, pour moi, il est important dans cette histoire, c'est que Lang, en acceptant ce chien et en essayant de le soigner et en essayant d'abord de vérifier si oui ou non il a la rage, à travers lui, je trouve que le réalisateur dit qu'il ne faut pas tout jeter d'emblée et qu'il y a des choses qui doivent être vues au cas par cas et qu'on peut parfois reconsidérer ses actions sans forcément avoir envie de tout bazarder. Enfin, je ne sais pas si c'est très cohérent ce que je dis là, si. Mais pour moi, voilà, il est un peu la métaphore de ce qui se passe au niveau du reste du film. Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne introduction. Alors, après, moi, sur le cinéma hommes-animaux, j'ai toujours un peu du mal, effectivement, avec ce genre de film. Je trouve ça marrant, mais c'est un peu gnangnan. Généralement, je préfère les films où les hommes sont plutôt en conflit ou menacés par les animaux. Donc, ça peut être... Tu aimes les films violents, Morgane ? Les Dents de la Mer, Long Weekend, enfin, tout ce... Cujo. Alors là, il est un peu menacé. Enfin, je veux dire, il se fait vraiment bouffé à un moment quasiment. Oui, au début du film. Mais du coup, on est plus proche de ce super film de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, où un type, ou c'est une fille, je sais plus, qui recueille un chien et qui est en fait un chien de base dressé pour tuer, mais surtout tuer des gens de couleur, et qui réagit de manière agressive dès qu'il voit un noir. Et elle le dresse au fur et à mesure. C'est un très très beau film. Là, on est plus proche de ça, effectivement, même si ça va pas aussi loin non plus, puisqu'en fait le film est un peu, c'est le problème du film, mais en même temps c'est aussi parce que du coup c'est mieux pour la deuxième partie que celle que je préfère, mais le film a le cul entre deux chaises et donc il y a d'un côté l'histoire de alors j'ai oublié son nom, mon personnage principal avec le chien, et l'histoire de la ville et de cet univers, de cette personnage c'est Lang. De Lang, oui, voilà. Et de cet univers, parce qu'on peut parler carrément d'un univers, on a l'impression que c'est un film qui se passe dans un futur proche, dystopique, on dirait l'impression que c'est Mad Max en fait, littéralement. C'est vrai, hein. Alors que c'est la Chine de 2007-2008, et que tu pourrais faire aussi ça en 2025, je suppose, dans
certains endroits en Chine, vu que c'est un pays qui, comme tu l'as dit, est un pays qui passe par beaucoup de mutations. Je sens que tu as deux doigts de dire entre tradition et modernité. Non, pour le coup, c'est complètement différent du Japon. Je trouve que la Chine, on n'est pas trop dans la tradition finalement. Alors si, elle existe, la tradition, elle est là, mais on n'hésite pas à construire des barrages et ça va engloutir des villages entiers historiques. C'est pas grave pour l'avancée de la mère patrie chinoise, on fait ça. Et là, c'est pareil. Et le cinéma de Jason Kay, comme tu l'as dit, a toujours très bien montré ça. Il est dans le film, d'ailleurs. Et oui, c'est lui qui produit. On le voit dans le film. D'ailleurs, je l'ai vu de loin. Je fais il y a Jason Kay qui fait un personnage. Tu es le seul à avoir hurlé ça dans la salle. Tout le monde t'a regardé. Non, c'est pas vrai. Qui a un visage particulier et qu'on reconnaît de loin. Mais non, mais voilà, effectivement, la filiation, elle est là. Et effectivement, on retrouve vraiment ça. Et c'est ce que j'ai peut-être préféré dans le film, c'est la manière dont l'histoire s'inscrit dans cette ville et la ville est un personnage en lui-même, et aussi la manière dont les animaux sont presque au bout d'un moment, il y a tous ces chiens errants qu'on croise, mais il y a des visions qui sont surnaturelles où on a l'impression que les animaux sont prêts à prendre le dessus sur l'humanité, et pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant à développer, mais bon, il ne l'a pas fait, ou peut-être aussi pour des questions de budget. Dans le désert de Gobi, être plusieurs dizaines, où au final, on voit quasiment pas les êtres humains comme eux, sauf dans une scène du film où ils assistent tous à une éclipse, mais sinon, on voit surtout les animaux, voilà, qui sont là, qui attendent, et on sent qu'ils se sont cachés des hommes. Oui, je te rejoins, Morgane, pour moi, ce sont les visions les plus frappantes de Black Dog. Ouais, c'est ça. En plus, c'est assez marrant parce que le désert de Gobi, il y a des couleurs différentes qui s'entremêlent. Il y a l'impression que c'est du charbon parfois. Il y a du noir. La terre est noire, mais vraiment comme le charbon. D'un côté, c'est blanc, et il le capte très bien avec la lumière, le réalisateur Guan Yu et son chef opérateur, dont je connais pas le nom, mais ça, c'est pas important. C'est pas que c'est pas important, mais on va continuer. Et non, c'est vraiment un film qui est visuellement beau en tout cas, et ça fait du bien à regarder, et ça me permet d'outrepasser toute l'histoire qui est finalement un prétexte plus qu'autre chose, même si j'aime beaucoup le personnage principal. Il est particulier, il est mutique, et en même temps tu comprends pourquoi il est mutique. Au début tu vas dire bon, il est mutique, il fait le mec dark, mais en fait tu développes un peu le personnage et tu comprends un peu plus sans en dévoiler. C'est un peu le Link dans Zelda. Oui, c'est Link de Zelda, certes, mais peut-être un peu plus sombre, on va dire, que Link dans Zelda, parce qu'il a fait de la prison. Et finalement, c'est grâce au chien qu'on découvre son humanité, mais qui a toujours été là. C'est plus qu'en fait, il économise ses paroles, il parle que quand il est nécessaire de parler, en fait. Et c'est un type de personnage qui peut exister dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont plutôt mutiques, qui parlent moins, et d'un coup ils parlent, et là tu fais ah ouais, il a dit un truc intéressant. C'est ça en fait, parce que tout autour de lui, tous les personnages ils discutent, ils font blablabla, ça piaille même. En fait, pour moi, c'est un choix, Morgane, qui est original, mais qui en même temps n'est pas nouveau. Le fait d'avoir fait du personnage principal un jeune homme mutique dans Black Dog, c'est un choix qui se rapporte au conte et au merveilleux, où on a comme ça un personnage qui parle pas trop et qui est dans une quête pour trouver, je ne sais pas moi, la princesse, Excalibur, une arme, peu importe. Non, mais c'est pour ça que je parlais de Link dans Zelda. C'était une blague, mais pas tout à fait une blague. Le chien, c'est Epona, le cheval de Link dans Zelda. J'ai pas assez joué à Zelda pour pouvoir le dire, mais ce que je veux dire par là, Morgane, c'est que pour moi, ça rattache le film et avec le paysage, et avec les chiens, et avec les autres êtres humains qui, autour de Lang, parlent beaucoup, voire parfois parlent trop. C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Il est vraiment bien, ce personnage, parce qu'il est là pour les juguler, quelque part. Ça. Mais en fait, je trouve que ça rapproche Black Dog de tout ce qui est de l'ordre du conte. Enfin, ça fait de ce film-là quelque chose comme une histoire un peu qui s'inscrit dans le merveilleux, avec ces moments irréel, c'est cette espèce d'inquiétante étrangeté où voilà, on a un personnage qui parle quasiment pas et des gens qui parlent autour. Enfin, je veux dire, dans le quotidien, ça n'existe pas. Enfin, on n'a pas des situations comme ça où quelqu'un ne parle pas et les autres parlent à sa place, et où tout s'imbrique de manière naturelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle pas, on va lui répondre, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es muet, tu n'as pas de parole? Bref, enfin, je veux dire, ça se passe pas de manière aussi fluide que ça. Et ça donne une drôle d'ambiance au film qui, je trouve, est bienvenue. Alors, il y a des moments, c'est peut-être un peu trop, parce qu'on va en parler, Morgane, mais moi, j'ai trouvé le film un petit peu long.
Ouais, Mais, le problème du film, c'est son écriture aussi. Il y a des pistes qui sont lancées, dont il y a notamment peut-être trop de choses. l'histoire d'amour, qui sert à rien en fait. Enfin, L'histoire d'amour, c'est vraiment du décorum. C'est pas très utile. ouais, mais ça prend quand même 20 minutes du film au moins. Et puis, il y a des trucs comme ça qui servent à pas grand-chose. Bon, la filiation avec le père, oui, évidemment, c'est évident, parce que c'est aussi pour ça qu'il est de retour et il retourne chez lui. Mais finalement, les scènes avec le père, c'est pas les plus intéressantes du film non plus. Le fait qu'il lui donne de l'alcool, etc. Je veux dire, c'est... Alors si, il y a le zoo, voilà, c'est cette espèce de zoo bizarre où en fait, il y a personne qui va dans ce zoo. Mais le mec continue à Mais il y s'occuper a un des tigre. animaux. Enfin, oui, il y a un tigre. Enfin, il y a des trucs qui sont... qui n'ont pas d'utilité scénaristique, qui fonctionnent, et d'autres qui en ont une, mais qui sont trop factices. Peut-être l'histoire d'amour, c'est vraiment ça cristallise cet effet-là. Puis effectivement, il y a aussi l'affrontement avec la personne. Bah, en fait, il est allé en prison parce qu'il a causé la mort. On ne sait pas il l'a pas provoqué de lui-même, mais la personne qui l'accompagnait est décédée. C'était le neveu d'un espèce de boucher qui gère une ferme de serpents. Et on sait qu'en Chine, ils ont beaucoup aussi d'intérêt vis-à-vis de tout ce qui est médicinal. Et le venin de serpent, etc., c'est très valorisé. Et donc lui, il a son propre commerce. Et quand il revient, Lang, bah, forcément, il veut sa vengeance. Donc il y a tout ça. Et au début, je trouvais ça un peu chiant. Je me suis dit, bon, ils vont donner une tension. Évidemment, le personnage, il se révèle un peu... Après que l'autre lui sauve la vie, il se révèle un peu plus tendre, et c'est assez marrant, ouais, ce contre-pied. Bah, là encore, on est dans le domaine du conte, de la quête, du merveilleux, parce que voilà, on a ce personnage qui, en fait, constitue à lui seul une mise à l'épreuve. Et une fois que les épreuves de plus en plus dures, elles sont passées jusqu'à leur apogée, ça devient finalement un ami et un soutien dans la suite de la quête. Enfin, c'est là que je trouve qu'il commence à devenir cet oncle le plus intéressant. Parce que bon, au début, ça fait un petit peu redondant. Mais bon, après ça, tu vois, c'est peut-être un peu de détail. Mais je le redis, sur la fin, ça met du temps à se conclure, à arriver, à tout se résoudre. Il y a beaucoup de ramifications qui se font soit couper comme ça net, et d'autres qui doivent aboutir et s'entrelacer pour vers la fin. Et effectivement, on se dit, bah, c'est peut-être pas inutile d'ouvrir toutes ces pans de scénario pour en fait se conclure sur ce à quoi on s'attendait, peut-être, parce que le film est finalement assez prévisible, mais ça, c'est pas vraiment le plus dommageable. Parce que, disons que le film, il est vraiment porté par l'élan de sa mise en scène et de l'idée visuelle derrière tout ce qui est montré, quoi. On pense à un pays totalement différent, un réalisateur totalement différent, et c'est peut-être Morgane, je crois, la seule fois depuis le début de l'histoire d'Arrêt Caméra où on parle d'un film différent d'un même réalisateur sur 2 quinzaines. Ouais, on aurait pu parler, enfin on a fait On s'en fout, je crois, 2 fois dans une année, mais là c'est fou, quoi. Allez, on arrive sur The Insider de Steven Soderbergh. Comme tu l'as dit, Julie, encore un nouveau film de Steven Soderbergh à sortir en salle en ce début d'année 2025, un mois à peine après Présence, alors même qu'il était resté cantonné à des sorties sur plateforme ou directement en VOD pendant plus de 7 ans. Effectivement, on n'a pas eu de... 7 ans ? Oui, on n'a pas eu de film en salle depuis Paranoia, il me semble. Après une relecture du film de Maison Hantée, voici une variation du thriller d'espionnage, un budget clinquant 50 millions de dollars, je l'avais déjà dit auparavant. Qui est sûrement parti dans le casting, enfin tu vas en parler, oui, Morgane. Voilà, casting rutilant, tu l'as annoncé. Kate Blanchett, Michael Fassbender, bon j'ai mis Tom Burke, bon... Tom Burke, si Tom Burke il compte aussi. Ça commence à être un acteur d'une tête connue, et Pierce Brosnan, surtout l'ex-James Bond. Est-ce que c'est un film haletant? La réponse après le résumé de Julie. Donc, George Woodhouse, désolé pour mon accent anglais, Woodhouse, et sa femme Catherine sont des légendes de l'espionnage. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime, son mariage ou la loyauté envers son pays. Mais dis-moi, Julie, ce scénario me donne envie de regarder le film. Est-ce que je dois le regarder? Attends, Morgane, je crois que c'est avant l'émission, tu vas bien évidemment développer. Tu m'as pas dit que de tous les films que tu as vus cette année, et il y en a une vingtaine, c'était pour toi le pire film sorti au cinéma de 2025 ? Ou je confonds. The Insider ? The Insider. Non, c'était The Monkey, mais il était juste devant The Insider. Et là...
Donc c'est le pire ou c'est pas le Il pire? faut savoir qu'il va être dépassé dans pas longtemps, on en reparlera juste après, dans la nullité. Mais non, oui, The Insiders, c'était pas bien. Voilà, on arrête le suspense, c'était pas bien du tout. Je comprends d'ailleurs, on en a parlé quand on a parlé de présence, mais comprend l'idée de Steven Soderbergh. D'ailleurs, c'est le même scénariste, hein, David Coep aussi. David Coep, comme pour ceux qui parlent moins bien anglais, mais je pense que c'est David. Faut qu'il arrête d'écrire des Coep. films. Lui, ça va, c'est pas un mauvais scénariste non plus, mais ce que je veux dire, c'est que leur idée, c'était la même pour présence, c'était de faire encore du cinéma comme ne font pas les autres, donc du cinéma d'espionnage qui ne ressemble pas à du cinéma d'espionnage. Donc le problème, c'est que quand tu fais un anti-film d'espionnage, ça peut vite être chiant. Là, l'idée, c'est en fait se servir de la cellule familiale, cellule familiale, oui, la cellule, c'est juste Georges et Catherine, donc l'homme et sa femme, comme une espèce de lieu de soupçon. On se sert évidemment de l'éventuel, au lieu des tromperies, des maîtresses, etc., on est sur en fait une histoire d'espionnage. On remplace tout ce décorum de ce qui peut être du théâtre de boulevard finalement. Mais c'est ce que j'avais envie de dire. En fait, c'est du théâtre de boulevard, mais qui se prend trop au sérieux, parce que c'est pas drôle du tout. Enfin, il y a quand même des tentatives de faire drôle. Le film est un peu gênant, je trouve, Morgane, parce que The Insider, en fait, dans la manière dont les personnages se dénoncent et font n'importe quoi en ayant un peu trop bu, comme à un moment, une femme qui plante son couteau dans la main de son amant qui est sur la table. De son mari, parce qu'elle a un amant. Attention, oui, pardon, de son mari. Tout ça, c'est vraiment... Enfin, c'est pas son mari d'ailleurs, pardon, c'est son petit copain. Non, mais c'est le Dostoïevski des caniveaux, parce que c'est exactement le même niveau, tu vois, mais c'est écrit... comme un pied. On n'est pas loin de l'île de la Tentation en fait. Mais c'est vrai, mais c'est extrêmement gênant. Mais il n'y a pas Montoya qui court sur la plage, qui était quand même un super plan. Oui, non, mais j'espère que vous avez la référence. Mais tout ça est extrêmement gênant. En fait, moi, dès les 10 premières minutes, et je le reconnais, dans ces cas-là, il faut peut-être quitter la salle, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, Morgane? Pourquoi je suis là? Pourquoi je regarde ces gens en train de parler de choses à propos desquelles ils n'arrivent pas à m'intéresser? Et qu'est-ce qu'ils vont faire tous? Et tout ça est extrêmement cliché. Donc voilà, on a des espions, mais en fait, qui ne sont pas des espions. C'est juste une ribambelle de mannequins qui sont millionnaires, qui vivent dans des bicoques cossues, qui mangent et boivent des choses hors de prix. Il y a même un moment, Pierce Brosnan, qui a un repas... Brosnan, pardon, qui a un repas préparé de manière illégale, je vais pas dire comment, dans un restaurant. Enfin bref, tout ça est un peu ridicule. C'est un peu la pub de parfum au service de l'espionnage. Et bien évidemment, il y a la caricature. Donc les méchants, vous me le donnez en mille. S'ils sont pas musulmans, ils sont russes. Oui, après c'est l'actualité, mais bon. Non, mais c'est ridicule. Enfin, je veux dire, l'actualité ou pas actualité, tout ça est ridicule. On n'y croit pas une seule seconde. Et tout est fait pour nous dire que en fait l'amour c'est plus fort que tout. C'est affligeant, quoi. Ouais, on pourrait s'arrêter là, mais moi je vais continuer. Non, mais vas-y, on a envie, Morgane. Mais en fait, curieusement, ce que tu as dit, c'était ce que je préfère dans le film. S'il faut sauver un truc, c'est ce côté en fait que les espions, on se les imagine tous comme Ethan Hunt dans Mission Impossible ou James Bond dans James Bond. Ah non, moi j'imagine les espions comme Monsieur Tout le Monde. Oui, là, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est surtout des bureaucrates qui sont derrière leur bureau à dire et là il va se passer ça, et là il va se passer ci, il faut qu'on espionne ci, on invente une méthode pour créer des trucs. Parce que là, le fameux... Enfin là, ce sont des bureaucrates habillés en Dior. Oui, non mais oui, ils ont la thune après pour... Mais ce que je veux dire, c'est que des bureaucrates anglais qui sont à côté de The Shard, la fameuse tour à Londres, donc voilà, pour bosser là-bas, il faut quand même être bien habillé. Et le MacGuffin du film, j'ai oublié son nom, c'est une espèce de prototype de truc qui peut fondre les missiles nucléaires pour créer Severus. Severus, oui, comme il s'appelle comme Rogue dans Harry Potter, j'ai pensé à ça Potter. pendant tout le film. Mais non, voilà, il y a ce MacGuffin, mais effectivement, on est peut-être plus proche de ça dans la réalité. Je connais pas l'espionnage, mais je pense que les gens qui ont vu le Bureau des légendes, qui est une série qui se rapproche plus de la réalité, finalement The Insiders ressemble plus à ça que les modèles qui
dont il se moque. Et d'ailleurs, la présence de Pierce Brosnan, elle est pas anodine. Ou alors Fassbender, je sais que le film il a été plus ou moins casté et tourné à juste après The Killer, mais c'est marrant de voir que finalement The Killer est sorti avant. On a l'impression que Fassbender joue le même rôle, mais en plus c'est la même chose. en moins plus puissant. Oui, c'est The geek. Killer X The Covenant pour Fassbender qui en fait commence. Enfin, je suis désolée, Morgan, je sais que tout le monde estime que c'est un grand acteur, mais non, mais c'est pas un grand acteur, mais c'est surtout un acteur qui commence à toujours faire un peu la même chose. Il est bon dans les rôles de personnages froids qui manquent d'empathie, un peu psychopathe sur les bords. Oui, bon, le cas habituel de l'homme qui fait pas le ménage à la maison, ok. Enfin, non mais voilà. Je pense que George il fait le ménage, il fait la cuisine bien d'ailleurs. Je pense que son personnage il fait. Non, moi je pense qu'il paie quelqu'un pour faire le ménage et que tout le film est un énorme prank et qu'on nous dit pas la vérité. C'est ça, mais non, après l'alchimie des deux acteurs principaux, alors si on peut parler d'alchimie, en vrai c'est pas tellement qu'il y a de l'alchimie, c'est plutôt que c'est de très bons acteurs qui sont dans la... Ils s'éclatent en tout cas. Je vais pas dire qu'ils... alors ça se voit. Voilà, Kate Blanchett et Fassbender, tu sens qu'ils s'éclatent. Et d'ailleurs, ce couple assez marrant, parce que les deux doivent avoir quasiment 10 ans d'écart, voire même 10 ou 11 ans. Mais les autres aussi, pardon. Tom Burke, il a l'air de s'éclater. Marissa Abella, elle a l'air de s'éclater aussi. Comment il s'appelle Régé Jean Page, sorti de Bridgerton, il a l'air de s'éclater aussi. Enfin, tous, quoi. Ouais, non, mais... certes, mais les rôles sont un peu plus... anecdotique, moins intéressant, quoi, on va dire. C'est moins parce que finalement tout le film est écrit autour de la figure du couple et donc voilà, donc le film c'est tout un délire un peu vain sur des retournements de situation, un petit jeu de massacre aussi, parce qu'il reproduit 2 fois une scène de repas. Ils se sont pas beaucoup foulés par rapport à ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis 50 millions de dollars, on se demande où c'est parti, certainement le casting. Dans les colliers de Cate Blanchett, je veux les mêmes. Et effectivement, peut-être dedans. Mais à côté de ça, quand on creuse, finalement, le film, c'est assez vide. Et l'histoire d'amour... oui, l'amour plus fort que tout, c'est quelque chose qu'on a vu, revu. À la limite, je vais dire un truc, mais Monsieur et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie, où en fait 2 espions découvrent qu'ils sont des espions, justement, qui travaillent pour 2 sociétés adverses, c'était limite plus intéressant qu'en fait 2 espions qui sont dans la même boîte et qu'ils suspectent que l'un ou l'autre travaille contre la société, mais je trouve ça vraiment finalement moi le temps et j'ai l'impression, on parle à le temps de perdre mon temps, voilà. Non, mais je me suis retrouvée dans la même situation. Enfin, je veux dire, en fait, c'est le vrai problème de The Insider, c'est qu'il y a aucune situation du film qui permet vraiment, je trouve, de maintenir l'attention intacte du spectateur, parce que si elle est quand même bien faite, je veux dire, la fameuse scène d'ouverture du dîner, elle est en soi bien faite, bien filmée, bien fichue. Mais c'est grotesque. Voilà, c'est ça le problème. Dans sa réitération, c'est pareil, c'est bien fait, mais on n'en a pas grand-chose à faire. Enfin, c'est un film, je trouve qu'il est assez compliqué d'encaisser, parce qu'on se demande un peu ce qu'on fait là. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai réussi à rentrer dedans. J'avais beaucoup apprécié Présence. J'en avais parlé ici, justement, dans le précédent épisode. Là, Soderbergh, je pense que tu as raison. C'est-à-dire, il y a vraiment le truc de on veut faire un film un peu comme avant, mais montrer avec ma définition de comment je comprends ce genre de film. Et je trouve que c'est pas trop la bonne approche pour faire du cinéma. Enfin, peut-être au bout d'un moment, Soderbergh, il devrait faire ce qu'il sait faire et arrêter de vouloir faire des choses pour lesquelles il n'a pas spécialement de maîtrise, ni d'appétence, ni d'envie irrépressible. Je pense que si, il sait faire, mais en fait, il y a un truc qui marque le cinéma de Soderbergh, c'est que c'est un cinéaste qui touche à tout et qui aime bien faire des histoires, oui, mais c'est pas autour de concepts particuliers. C'est pas parce qu'on est en touche-à-tout qu'on est forcément doué. Il est là le problème avec Soderbergh. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de ses films sont pas bien, dont celui-ci. Pas bien, ou en tout cas plutôt oubliable, on va dire. Celui-là, c'est peut-être un de ses pires, mais... Voilà, faut le reconnaître, mais aussi parce que la lumière est atroce. Enfin, je veux dire, il y a des moments où tu te dis 50 millions de dollars et en fait la lumière c'est la plus hideuse de l'année. Enfin, je veux dire, c'est... Ah non, mais c'était une catastrophe. Alors c'est un choix esthétique, certes, mais oui, non, mais c'est un choix esthétique qui était particulièrement hideux. Enfin, je veux dire, notamment les scènes du dîner, les lampes sur la table. Enfin, je veux dire, il y avait tellement de flair sur les lumières. Alors pour expliquer, le flair en fait, c'est quand on a une lumière, elle est pas fusante comme par exemple le soleil, mais un énorme
énorme halo autour. Et là, le halo était tellement proéminent. Moi je ne suis pas arrivée... Enfin, Morgane, c'est un des seuls films qui m'a fait ça depuis une éternité. Je n'ai aucun problème de vue. Oui. J'ai 10 sur 10 à chaque J'avais œil. mal aux yeux. Je ne suis pas parvenue à fixer l'écran. Et pourtant, on regarde les films quand on va les voir, toi et moi, Morgane, on va dans des cinémas pâtés. Ouais. C'est les meilleures salles en termes de confort et de luminosité de l'écran. Et là, on n'arrivait pas à fixer l'écran. Enfin, on est où ? Le pire, c'était les blancs. C'est quoi ce travail, en fait ? Le pire, c'était les blancs. Bien C'est sûr. quand toutes les scènes d'intérieur dans leur espèce de quartier général, ou notamment chez la psy, tous les extérieurs sont blancs mais lumineux et aveuglants. C'est irregardable. Je comprends pas trop le parti Moi non pris. plus. Je comprends pas le parti pris. Et oui, pour terminer sur Soderbergh, oui, c'est un cinéaste dont j'aime un film sur 3, un film sur 4, mais il fait des très bons films. Donc voilà, celui-là, c'est un de ses pires. Dans l'espionnage, il avait fait... Alors, c'est pas totalement un film d'espionnage, c'est plutôt un film de tueur à gages. C'était l'anglais, avec Terence Stamp, qui était beaucoup plus réussi, qui était à la fin des années 90. Il avait fait Piéger avec l'actrice qui est devenue une pro-Trump, j'ai oublié son nom, qui était une espèce de Matt Damon... Enfin, comment il s'appelle, le film avec Matt Damon, La vengeance dans la peau, c'est ça. Plutôt réussi aussi. Je sais qu'il avait fait un film avec Zoé Kravitz il y a quelques années, qui était sorti sur Amazon peut-être. Kimi, pareil, c'était un film d'espionne. Mais voilà, il a un vrai, il revient souvent au cinéma d'espionnage, où il essaie je pense, de faire l'espionnage ou le tueur à gages dans toutes les situations possibles. Là, c'était le couple. Pour Piégé, moi, c'était Gina Carano. merci Gina Carano, mais qui est très bien dans le film. Mais voilà, ce film-là, en tout cas, qui s'appelle normalement Black Bag, je trouvais trop alambiqué pour rien. Et comme tu l'as dit, les histoires, comment dire, les scènes de dialogue, d'affrontement verbal, ça tourne vite au t'as couché avec mon mec. Non, enfin, je trouvais ça inintéressant. Un peu gênant. Bah non, mais c'était un peu gênant parce que c'est compliqué quand on n'a pas cherché à nous impliquer avec les personnages, de trouver ça marrant ou même captivant quand des personnages, au bout de 5 minutes, commencent à s'envoyer des vacheries. On ne sait pas trop ce qu'on fait là. Enfin, pour moi, il y a un vrai problème dans ce film de structure et de narration. C'est même pas une mise en scène parce que bon, elle est relativement pauvre, mais dans la manière dont l'histoire est structurée, en fait, on devrait être beaucoup plus en phase avec eux, se sentir beaucoup plus concerné, et là on ne l'est pas, donc c'est un échec. Et voilà, on a terminé avec The Insider. On va parler Là, c'est La peste et le choléra. Ouais, d'un film, j'ai vendu la mèche, d'un film qui s'appelle La Convocation, j'ai plus le nom. Alors, Halfdan Ullman Tondal. Il est le petit-fils de Ingmar Bergman et il a tout approuvé. Halfdan Ullman Tondal a remporté la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes pour son premier film. Le petit-fils, attention, d'Ingmar Bergman et de Liv Luhmann quand même. C'est une très Rien grande que actrice ça. suédoise. Donc, le film qui a remporté la Caméra d'Or, c'est celui dont nous allons parler ici même, La Convocation. Il y a donc peu de choses à dire sur son CV, puisqu'il a réalisé 2 courts-métrages auparavant, et que son nom, on peut le dire, devient à peine connu parmi les cinéphiles. Fruit de 7 années de gestation, La Convocation, donc là je parle du scénario, va malheureusement être résumé en 1 minute par Morgane. 1 minute, même 10 secondes. Lorsqu'un incident se produit à l'école, les parents des jeunes Armand et John ou John... Non, Yon. Ah, Yon, pardon, c'est vrai que tu as vécu Norvège, un peu pardon. en Suède, donc tu connais un peu le dialecte nordique. Donc ils sont C'est pas un dialecte, c'est une langue. C'était une blague. Ah pardon, elle m'est passée au-dessus. La langue, elle a fait un vol de pigeon au-dessus de moi. T'avais dit 1 minute, on va peut-être pas être en minute. Vas-y. Donc je répète, lorsque un incident se produit à l'école, les parents des jeunes Armand et Yon sont convoqués par la direction, mais tout le monde a du mal à expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Les récits des enfants s'opposent, les points de vue s'affrontent jusqu'à faire trembler les certitudes des adultes. Alors, je sais pas, enfin, c'est pas un thriller ce film, La Convocation, mais c'est, disons, on va dire, un film qui se veut psychologique. C'est un drame, Drame psychologique. avec une teinte de thriller, c'est vrai. Oui, non, mais il y a un petit peu quand même, En tout cas, le film est maquillé comme un thriller. Voilà, oui, non, mais exactement. Il y a une ambiance qui se veut un peu thriller, pas du tout horrifique, mais disons qu'on sent les énergies négatives de certains personnages sur lesquels
on reviendra. Le film est pesant, suffocant. Voilà, c'est vraiment, on est enfermé comme chez Haneke, enfin c'est le même délire. Ouais, pas forcément dans la tonalité, je dirais pas que le film est cynique, mais il y a... non, pas du tout. Ah non, il est très sincère, pour le coup, très sincère, voilà, c'est une histoire qui mérite d'être racontée pour ce qu'elle dit aussi, je pense, de la Norvège, de la manière dont parfois il y a des conflits auxquels on n'a pas forcément de réponse du côté institutionnel. Enfin, le sujet est intéressant, c'est-à-dire que bon, il se passe quoi donc C'est-à-dire c'est dans une mouvance de films de professeurs accusés ou d'enfants accusés. Il y en a quelques-uns ces dernières années. Aujourd'hui, quelqu'un m'a rappelé, j'ai parlé aussi avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, et qui m'a dit que c'était mieux, c'était La Salle des profs, je crois, le film allemand qui avait été nommé, qui était dans la shortlist des Oscars l'année dernière, qu'on n'a pas vu. Et il y avait le film avec François Civil, dont j'ai oublié le nom, où il est accusé d'agression sexuelle. Enfin voilà, il y a un truc sur l'école. Ouais. Franchement, Morgane, il y en a peut-être au moins deux par an. Enfin, preuve de la préoccupation des cinéastes de ces problématiques-là. Aussi, je pense, parce que ça fait forcément écho dans différents domaines à tout ce qui est, on va dire, MeToo, accusation d'agression sexuelle, etc. Parce qu'en fait, ça fait... de quoi ça parle, ces choses-là? C'est que ça parle de comment on croit une victime. Est-ce qu'une victime, elle a tort ou elle a raison? Et comment on fait pour rendre justice dans des cas où on n'a pas de preuves de ce qui s'est passé. Voilà, il est là le nœud gordien. Et tu fais un scénario dessus, c'est ça. Le film qui est pionnier en fait du genre et qui est en soi une daube, mais c'est marrant parce que il a prédit ça 10-12 ans avant. C'était La Chasse de Thomas Vinterberg, le film danois avec alors lui, Mikkelsen qui joue un prof de maternelle qui est accusé par une enfant de... Alors elle dit que... d'attouchement sexuel. Ouais, elle l'accuse pas vraiment, c'est les parents en fait qui grossissent le truc, et c'est un peu le même principe là. Enfin, on va continuer sur la convocation. Non, mais c'est vrai, c'est exactement le même principe, et pour moi ce film-là est dans la continuité de La Chasse. Bon, je trouve quand même que La Convocation est mieux. Possible, j'ai un peu oublié La Chasse. Mais moi j'ai pas oublié La Chasse parce que je trouve que le propos du film La Chasse a toujours quelque chose de dégueulasse en fait, mais complètement. Là, on peut pas dire que ce soit, on n'est pas dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, vraiment, autant La Convocation, et je vais expliquer pourquoi c'est pas un film que j'ai énormément apprécié, autant je trouve que le film il est sincère, encore une fois dans ses intentions. On n'est pas dans la malhonnêteté, on n'est pas dans la manipulation. Enfin voilà, c'est plus, disons, dans la manière dont c'est exécuté et dans des lourdeurs, des choix qui je trouve, sont très finalement 2024-2025 dans ce qui est montré, qui me déplaît que dans le propos et dans les personnages. Donc, en fait, on a, et c'est la complication aussi par rapport au scénario, c'est que pour essayer, ça fait partie des choses que j'ai pas aimé, Morgane, dans le film, c'est que pour essayer de captiver notre attention jusqu'au bout, on nous dit pas d'emblée ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça extrêmement pénible. C'est-à-dire qu'on met peut-être 20 minutes, une demi-heure, à nous dire voilà ce que les enfants ont fait et voilà ce qui s'est dit et voilà pourquoi vous en tant que parents vous êtes là. C'est beaucoup trop long. Enfin, je veux dire, le démarrage est dur et laborieux. Enfin, vraiment, je veux dire, il y avait de quoi arracher les accoudoirs de son siège avec ses ongles. Enfin, je sais pas, pouvais plus. Je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, mais il me semble un peu bizarre qu'on convoque des parents sans motif en fait. De cette manière. Le film en joue beaucoup. Oui, beaucoup, je trouve ça bizarre. Après, ça ne m'étonne pas forcément parce que dans toutes ces histoires, c'est toujours pareil. Que ce soit des, on va dire, agressions sexuelles dans des écoles, en entreprise, etc. J'en reviens à ce que je disais au début, c'est... Là, pour le coup, je trouve le film assez juste. C'est, entre guillemets, la faillite des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Voilà, oui, bien sûr. On met en place des protocoles, des machins, des ceci, des cela, et au final, c'est jamais respecté. Oui. Non, mais t'as raison. Mais après, c'est vrai que le film, il joue beaucoup sur l'attente de qu'est-ce qui s'est passé. Il joue trop dessus. Il y a notamment beaucoup de moments où, en fait, les personnages sont dans la classe. Donc, c'est d'un côté la mère de Armand, jouée par Renate Reinsve, et je pense que, je sais pas comment si on le dit bien, mais je le dis bien, mais et à côté, les deux parents de Yon. Et au début, il y a une professeure, ensuite, il y a le proviseur, je crois, et celle qui gère j'ai oublié son nom, mais en tout cas, les rapports entre
entre les élèves. Oui, c'est l'adjointe au proviseur. Voilà, l'adjointe au proviseur. C'est la CPE. La CPE, c'est ça que je cherchais dans ma tête. La CPE, oui. Et j'ai senti la haine quand tu as dit la CPE pour cette profession. Pardon si des CPE nous écoutent. C'est vrai contre les CPE, c'est plus contre une CPE, mais bon, on ne parlera pas de ça. On va pas faire du Pierre Ninet call out un professeur ou quelqu'un des écoles. Ils ne sont pas tous responsables. Voilà, mais non, et du coup le film va beaucoup jouer en fait sur c'est là que se joue la discussion, mais finalement on y passe très peu de temps. On doit y passer sur 2 heures. Le film dure 2 heures. C'est très long. Moi, je commence à être contre les films de 2 heures, Morgane, qui sont pour la plupart résumables en 1h30. Arrêtez. Et donc on y passe environ 40 minutes si on est sympa dans cette classe, et tout autour on va avoir 1h20 de film où en fait il y a des digressions. Un des personnages doit quitter la salle parce qu'elle a un fou rire, ou le personnage doit quitter la salle parce qu'il se sent mal. Alors la Convocation, Morgane, c'est un film dans lequel ils vont beaucoup aux toilettes. Voilà, c'est ça. Ils passent beaucoup de temps aux toilettes. Après, je peux comprendre, on peut avoir une petite vessie, mais en tout cas, et le problème, c'est qu'ils vont aux toilettes et ensuite, après, on les filme chacun de leur côté et il leur arrive des trucs de fou. Les toilettes, c'est un grand prétexte. Ils dialoguent avec des parents qui étaient là et les parents commencent à parler entre eux. Ils les touchent aussi. Ils les touchent. Ils font que se toucher dans le film. Enfin, le film a un côté simiesque. Ils se touchent tous comme s'ils se cherchaient des poux. Ça m'a stressé. Je déteste qu'on me touche. Et là, je sais pas, pourtant en Norvège, il me semble pas que les gens se touchent particulièrement. Enfin, c'est très bizarre. Ils font que se toucher. Mais c'est fait par un Suédois, alors peut-être qu'il a une vision de la Norvège qui est fausse. Mais ou alors c'est une critique des Norvégiens déguisée par un Suédois. Non, je sais pas. Peut-être qu'on a découvert une lecture du film. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est vraiment le scénario, le problème du film, parce que bon, en mise en scène, il se débrouille pas trop mal, on va dire que... Mais il a mis 7 ans à l'écrire, rends-toi compte. Ouais, mais pourquoi il enjolive assez bien avec l'image, et notamment la lumière, l'école est bien éclairée, elle est très sinistre. Ah, c'est très bien filmé par contre, la Convocation, superbement filmée, enfin moi j'ai trouvé ça bien filmé. Ouais, pour le coup, ce que je préfère, c'est quand les personnages errent dans l'école et qu'on se dit, ouais, c'est vrai que c'est horrible une école en vrai. Non, mais c'est vrai, il montre la froideur de l'école, les couleurs, les peintures, les lavabos. Alors bon, là, l'école, c'est une école à la scandinave, elle est propre. C'est pas une école en Seine-Saint-Denis ou comme moi j'ai connu dans mon patelin avec les cafards qui sortaient des robinets. Je vous jure que cette anecdote est vraie. Ceci dit, il y a quand même un moment où il y a l'humidité, on voit, mais ça part d'en haut. Tu sens qu'il y a un truc pourri qui arrive, qui s'immerge dans l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi pas, mais même ça fait pas 1h20 de film en dehors de la salle. Et oui, pendant 1h20, il va se passer des choses, mais des choses qui sont finalement du gras par rapport au film, et même la tentative de vouloir donner, parce que faut le dire, une dimension alors pseudo-fantastique, elle est plus onirique que fantastique, cauchemardesque. Ouais, cauchemardesque, voilà, quasi Ari Asterienne si on veut faire un terme d'une novlangue, mais parce que pour moi ça me fait penser un peu, tu sais, les personnages qui ont des psychoses ou des névroses en tout cas, et qui du coup se prend vie et deviennent une sorte de réalité dans le film. Oui, c'est quelque chose de l'ordre de... bon, il y a un truc de l'ordre de la schizophrénie un peu. Ouais, c'est ça. Et du coup, le film plonge complètement dedans dans sa dernière demi-heure, et je trouve ça d'une pauvreté... C'est grotesque. Folle, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est que la folie, entre guillemets, enfin c'est pas de la folie, mais la névrose, c'est des personnages qui viennent danser avec vous dans une danse macabre. Oui, à la MC 93 de Bobigny. Qui dure... oui, non, mais désolé. Trop longtemps en plus. Ça dure tout le temps d'une musique qui doit durer au moins 4 minutes, avec, qui va à son terme. La musique, d'habitude, les musiques dans les films sont coupées. Là, non, ils filment tout pendant 4 minutes. Ils filment tous les gestes d'une danse. Mais arrêtez avec les danses. Arrêtez avec la danse contemporaine comme expression d'une forme de fantastique, d'onirisme. On en a marre. Arrêtez. Tous les films font ça. Même un film que j'ai aimé, Queer, il a fait ça. J'en ai marre. J'en ai marre de voir ça. Non, mais je comprends. Après, bon, voilà, dans Queer, c'était réussi. Là, malheureusement, ça vient comme un cheveu dans la soupe parce que dans la Convocation, ça s'accumule à ce qu'on a vu auparavant. Et moi, je trouve que c'est juste du remplissage. C'est que ça apporte pas grand-chose, tu vois. C'est que, je sais pas pourquoi... Ça alourdit le film, en fait, surtout. Et c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, tu trouves le film qui se veut d'une finesse sur le... Moi, je comprends pas trop, le système scolaire. Finalement, c'est un film d'une lourdeur totale. Quand je vois des séquences comme ça, c'est-à-dire l'utilisation de la danse contemporaine à outrance, alors que c'est absolument pas...
J'ai pas envie de dire justifié, parce que c'est pas qu'on a justifié tel ou tel morceau, mais je vois pas comment ça s'imbrique de manière harmonieuse avec le reste du film. Je peux pas m'empêcher de me dire que des cinéastes, et dont lui, Ullman, Trondel, j'ai pas retenu le nom. Halfdan, Ullman. Bon Dieu, alors Halfdan, attends, je me sens affreuse. Ullman, Trondel. Voilà, Halfdan, Ullman, Trondel. Voilà, merci. Je pense que c'est aussi parce que c'est un premier film que peut-être, je dis bien peut-être, parce que là je lui prête des intentions, il n'a pas tout à fait confiance dans ce qu'il met en place et dans ce qu'il raconte. Donc il se dit qu'il va emprunter quelque chose qui lui semble encore une fois sincère, parce que bon, c'est à l'image du reste du film, hein, c'est sincère. Et que ça va mettre comme ça en exergue la veine cauchemardesque du film et la sensation d'étouffement qu'éprouve le personnage d'Elisabeth, donc incarné par Renate Reinsve. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il a recours à la danse, qu'il a recours aussi à cette scène complètement ubuesque et limite, enfin, je suis désolée, déplacée, où en fait Renate Reinsve, elle danse avec le seul adulte qui se déplace dans les couloirs, c'est-à-dire c'est le personnage qui fait le ménage et qui passe le balai. Enfin non, mais c'est ça, je veux dire. Mais elle est proche de lui, donc à la limite, pourquoi pas. Non, mais tout ça, c'est la vue de l'esprit. Enfin, je suis désolée, les parents d'élèves sont pas proches spécialement des concierges et des gens qui font le ménage au collège ou au lycée. Alors après, ou dans les primaires. Ce qui est dit dans le film, c'est que l'école, ils y sont allés quand ils étaient enfants et c'était peut-être le même, mais bon. Bah non, mais le film nous explique que le personnage d'Elisabeth, voilà, c'est une comédienne. Alors moi, j'ai bien aimé. En fait, ça, c'est un truc que j'ai aimé, c'est que je veux bien qu'elle soit extravagante, que ce soit une comédienne au chômage, et que le film nous montre aussi, ça c'est finalement le plus intéressant de la convocation, qu'elle n'est pas tolérée parce qu'elle ne représente pas le modèle de la famille nucléaire classique. Elle a son mari qui est mort dans un accident, elle élève toute seule son film, et on sent qu'à cause de ça, et à cause du fait qu'elle soit comédienne, et en plus à cause du fait qu'elle soit objectivement très belle, elle est, chahutée, elle est malmenée par les autres parents d'élèves et à un moment donné par le proviseur. Soit elle est adulée, soit elle est chahutée. Voilà. Il n'y a pas de rapport classique avec elle. Ça, c'est bien, mais pour illustrer ça, là encore, la manière dont les rapports sont formalisés dans le film était largement suffisante. Il n'y avait pas besoin, en plus, de la faire danser avec un homme qui passe le ménage pour montrer que c'est l'égalité dans la société. Enfin, c'est stupide. Oui, la scène est nulle. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vraiment nul. C'était juste encore une scène pour faire danser Renate Reinsve. Désolé, il y en a marre. Qui danse bien, c'est pas la question. Oui, mais il y en a marre. J'aime beaucoup cette actrice, mais en fait, je l'ai vue dans 2 films. Certes, elle a pas d'ailleurs beaucoup d'autres films qui sont sortis en France. Il y a eu le film de l'acteur qui a la maladie d'Elephant Man, j'ai oublié son nom, mais Another Man ou Different Man avec Sebastian Stan, où elle est dedans, mais le film n'est pas sorti. Et il y a aussi un film de zombie avec Anders, l'acteur qui jouait avec elle dans Julie en 12 chapitres, c'est un film de zombies. Donc ces films ne sont pas sortis, mais je veux dire, rien que ce film et celui de Julie en 12 chapitres, il y a quand même un truc, il y a un regard que j'aime pas sur Renate Reinsve par les cinéastes nordiques, c'est vraiment de vouloir ce côté femme exubérante, ils en font à chaque fois une pick-me girl, quoi. Oui, c'est un peu ça, et Désolée, mais... ça me saoule en fait. Mais en plus il y a que 2 films, tu vois, mais ça me saule déjà. Non, mais ça, alors que ça c'est une très bonne actrice et ça se voit. C'est vrai, en fait. Mais vrai. genre faites-la jouer autre chose. Et j'ai encore peur parce que elle est dans le prochain Joachim Trier, Sentimental Value, qui va sûrement être à Cannes. Et ça va. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Non, mais pour juste continuer à parler de la convocation parce que nous nous éloignons. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, dont je t'avais parlé, Morgane, avant le podcast. Je crois que c'était hier, je ne sais plus, par rapport à ce film, c'est que dans beaucoup de films nordiques récents, j'ai l'impression que... alors, quand je dis nordique, je veux dire scandinave. Je mets la Finlande à part, mais je mets le Danemark, la Suède, la Norvège ensemble. Et pas l'Islande. Voilà, non, mais c'est ça. Pas l'Islande, pas la Finlande. Voilà, 3 pays, là. Voilà, donc Norvège, Danemark, Suède. Moi, j'ai cette impression que les réalisateurs cherchent à parler de leurs contemporains, qui tournent autour du sujet, mais qu'ils n'arrivent pas à vraiment plonger la tête dedans. C'est-à-dire qu'ils cherchent à parler quelque chose, mais ils ne le dénoncent pas, ils ne le tordent pas, ils n'arrivent pas à en retirer quoi que ce soit. Et là, quand même, la convocation, vraiment, je le redis, ils parlent
surtout pour moi du poids de la famille traditionnelle sur des environnements qui se veulent soi-disant progressistes, en mettant en place des protocoles de résolution de conflits entre enfants, pour faire en sorte que chaque adulte raisonne calmement entre eux et qu'ils trouvent tous des solutions. Et le film, il montre l'échec de tout ça. Mais on revient à la chasse aux sorcières du Moyen-Âge, en fait, ça. Mais sans oser tout à fait l'assumer. Enfin, non. Pardon, mais il l'assume comment ? Il l'assume en montrant la danse contemporaine. Enfin, je veux dire, c'est quand même une sortie par la petite porte pour un sujet qui est immensément large. En fait, limite, il aurait dû aller les pieds dans le plat et en faire un vrai film d'horreur. Enfin, je veux dire, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Les gens auraient dit c'est nul parce que c'est n'importe quoi, ou voilà, mais au moins, il aurait fait autre chose que du prêchi-prêcha pendant 2 heures d'un film qui se cherche mais qui se trouve jamais. Ou alors faire une résolution dans une espèce de, je ne sais pas moi, de grande tirade bien longue qui met bien en avant son actrice et qui soit mémorable, tu vois. Mais il manque vraiment quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre du coup de pied dans la fourmilière. Je le redis, on tourne autour, mais le sujet n'est pas adressé jusqu'au bout et c'est vraiment dommage. Ouais, pour moi, c'est un film. C'était désagréable. C'est le pire film de l'année pour l'instant. Alors que c'est la caméra d'or. Hein, j'en ai vu 22, mais tu vois, je sens, j'ai un feeling, je le sens de très loin. Halfdan Ullman Tondel aura la Palme d'Or dans 5 ou 6 ans. Voilà, c'est dit. Tu crois, je le sens de ouf. Bon, alors attends, nous sommes le 17 mars 2025, donc tu penses qu'à peu près 2030-2032 entre les... D'accord, donc 2031, avec son 2032. troisième film, allez. Voilà, il aura la Palme d'Or pour toi. Ouais, je pense, je vois toutes les ficelles du cinéma qui plaît dans un festival comme Cannes. Ça, ce film-là, c'est tout à fait compréhensible. Je vois totalement pourquoi il a eu la caméra d'or, finalement. Alors qu'en vrai... Oslund, il a déjà été président du jury ou pas ? Oui, il a donné le prix à Anatomie d'une chute. Bon. Donc, oui, c'est vrai. C'est la seule chose bien qu'il ait fait. Non, je rigole, j'aime bien Snoop Therapy quand même, c'est un film plutôt grinçant que j'aime bien. D'ailleurs, oui, ça ressemble pas du tout au cinéma d'Oslund, celui-là. Non, pour le coup, il a une veine un peu différente de ce qu'on peut voir chez certains de ses contemporains. Il est peut-être beaucoup plus proche finalement de Joachim Trier, c'est vrai. C'est vrai. Sans le côté un peu... Alors je dis ça, finalement, il n'y a que Julie Ondou-Chabit qui peut être vue comme ça, ce côté un peu adolescent que n'a pas les autres films de Joachim Trier. Mais... Non, mais il y a la même veine pleine de sérieux, je trouve, dans les deux. Oui, c'est ça. Et là, le problème du film, c'est qu'il se veut trop 12 hommes en colère, avec un suspense, une décision qui va être prise, des personnages qu'on suit comme des jurés, mais c'est pas très bien, parce que c'est pas intéressant dans la manière dont c'est fait, puisqu'en fait, il réfute le côté théâtral des 12 hommes en colère, qui se basait beaucoup là-dessus, et qui fonctionnait, alors que là, finalement, il veut faire cinéma, mais le cinéma n'est pas à la hauteur. Et il y a un côté, effectivement, comme on l'a dit, la chasse avec espèce de côté moral, chasse aux sorcières, avec le côté aussi... les apparences qui sont trompeuses. Et film de notre temps avec effectivement MeToo, etc. Et ça veut faire plein de choses, mais ça va pas loin. Et je pense qu'il aurait gagné à faire comme son grand-père, c'est-à-dire un cinéma beaucoup plus... frontal, minimaliste. Si on regarde les films de Bergman, il y a beaucoup de films qui sont tournés dans son île à Faro. Je crois que c'est Faro, l'île de Bergman, où en fait il y a 3 personnages, Persona par exemple, et finalement il réussit à tenir un film que sur ça, avec des tensions et juste la mise en scène. Non mais bon, là je demande peut-être un peu trop à son petit-fils. Après voilà, c'est son premier film. Et puis il a le droit de s'en dépatouiller, de tout le poids, parce que finalement c'est aussi un poids, même si c'est un épaule. Non mais c'est vrai. De sa lignée. Voilà. Enfin, ton grand-père et Bergman, c'est comme si moi tu me disais ton grand-père et Jésus, tu veux faire quoi de ça ? Oui. On en a terminé avec ce 46e épisode d'Arrêt Caméra. Alors, on en a discuté avec Morgane. Je pense qu'on va revenir, mais pas de sitôt, parce qu'il n'y a pas forcément de sorties qui nous intéressent dans les prochaines semaines. En revanche, et ça tombe pile poil avec le commentaire habituel qu'on a fait à Arrêt Caméra sur les films Cannes, donc là ce sera pour la semaine du 16 avril. Morgane, tu m'as dit que la sélection Cannes serait annoncée aux alentours du 16, c'est ça ? Je crois que c'est cette semaine-là. J'espère que tu ne te trompes pas. À savoir que ce sera la sélection officielle, donc, et un certain regard, donc il n'y aura pas la quinzaine ni la semaine de la critique, mais voilà, on saura une grosse partie de la sélection cannoise, donc oui, on pourra en revenir dessus, en discuter, et on pourra parler des films qui nous ont plu pendant ce quasi mois, parce que ce sera, on est le 17 mars, donc si on
on revient autour du 16 avril, ce sera un mois qui se sera écoulé. Il y a des films qui nous intéressent évidemment, on peut les citer, il y a Vermiglio, on parlera pas de Tardes de Soledad puisque Julie ne veut pas voir le film, ce que je comprends tout à fait. Parce que je suis anti-corrida. Voilà. Oui, il y a d'autres films, il y a La jeune femme à l'aiguille, il y a Harvest, un film qui est anglais. Il y a aussi Sinners de Ryan Coogler qui fait plutôt envie. Il y a Deux sœurs de Mike Lee. Oui. Moi, je sais que toi, t'as pas envie, mais j'ai très envie de le voir parce que j'aime beaucoup Rami Malek. Il y a The Amateur de James Hawes. Pour voir du film d'espionnage, de CIA, peut-être plus réussi que The Insider, on espère. Non, il y aura de quoi faire pour faire un épisode, c'est sûr. Mais voilà, du coup, vous attendez pas à ce qu'on revienne aussi vite que pour cet épisode-là, mais on sera content de revenir avec des choses à dire, en tout cas. D'ici là, portez-vous bien. On espère que vous verrez de bons films. Et voilà, à bientôt. À bientôt.